Bonjour à tous et bienvenue pour Point Paul, votre web émission politique préparée par l'internaute.com, le Huffington Post, le JDD et le Lab d'Europe 1. Aujourd'hui avec moi pour présenter cette émission, nous avons Alexandre Boudet du Huffington Post. Bonjour. Bonjour. Gaël Vaillant du JDD. Bonjour. Et Sylvain Chazot du Lab. Bonjour. Notre invité du jour a brandi sa fronde pour retrouver sa liberté de parole et son poste de député de Moselle. Elle l'utilise aujourd'hui pour soutenir Arnaud Montebourg dans la campagne pour la primaire de la gauche. Vous l'aurez peut-être compris, notre invité est Aurélie Filippetti. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger. Bah, Deschamps peut le dire. Deschamps peut. Jeanne, au secours! Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Bonjour Aurélie Filippetti. Bonjour. Alors on va tout de suite commencer en vous montrant une photo qui va s'afficher derrière moi. On va d'abord vous demander de la légender rapidement. Ah ben, je ne connaissais pas cette photo. C'était à l'Élysée, oui. Enfin, je pense que j'allais au Conseil des ministres. J'allais au Conseil des ministres, oui, en vélo. Vous voyez emménager à l'Élysée? Non, pas du tout. Non, c'était. Mais là, j'étais ministre, il faut bien le préciser. Mais je dans le futur. J'étais pas allée faire mes courses. Oui. C'est mes dossiers. Et donc, avec Christiane Taubira, en fait, on était deux à venir au Conseil des ministres en vélo. Mais si Arnaud Montebourg était élu, on ne sait jamais, est-ce que vous irez à l'Élysée avec lui? Moi, je suis candidate pour être réélue députée en juin. Donc, si les choses se passent bien, normalement, je serai députée, je serai à l'Assemblée nationale de l'autre côté de la Seine. Et du coup, avant de parler de l'Élysée, il y a une élection. Ça va être quoi votre rôle précisément avec Arnaud Montebourg? Vous allez être conseillère occulte ou officielle? On est une équipe, on a à peu près 25 députés autour d'Arnaud Montebourg. Donc j'en fais partie, mais je travaille sur les questions politiques générales et puis plus spécifiquement aussi sur l'éducation, la culture, forcément, puisque c'était mon ministère et ma passion. Et puis un petit peu sur d'autres sujets, je sais pas, les sujets écologiques par exemple. Alors on va tout de suite parler donc de la primaire de la gauche, tous pour un si on peut dire, puisqu'il n'y en a qu'un seul qui sera élu. France Info nous apprend que Vincent Peillon devrait se présenter ce week-end. Est-ce qu'il peut rebattre les cartes? Bah, écoutez, moi j'étais un petit peu surprise parce que c'est vrai que Vincent Peillon, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, dans le champ politique en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui a été ministre de l'Éducation jusqu'en début 2014. Mais sa candidature peut faire bouger les choses? C'est une candidature de plus, je sais pas, je pense pas que ça puisse changer vraiment la phase de la primaire, mais enfin bon, ça sera, les choses sont ouvertes. Hein. Chacun a le droit de se présenter. Il y a un vide entre la gauche du Parti Socialiste, qui est représentée par Arnaud Montebourg et Benoît Hamon, et la droite, qui est représentée par Manuel Valls. Est-ce que vous partagez ce constat que le centre de gravité du PS n'est pas représenté dans cette primaire? Mais je ne sais pas ce que ça veut dire, le centre de gravité du PS. Comme si on était forcément trop à gauche ou trop à droite. Moi, je crois qu'il faut regarder, examiner, écouter les programmes des uns et des autres. Donc, il y a des projets qui sont très différents. Le projet d'Arnaud Montebourg, il est centré sur une reprise de l'activité économique, avec une vision très moderne de l'économie, en considérant qu'il faut qu'on redonne du pouvoir à nos industries notamment. Il faut aussi qu'on s'intéresse au monde agricole, il faut qu'on réinvestisse dans la recherche. Un peu plus tard, parce que c'est en tout cas un programme qui n'a rien à voir avec celui de Manuel Valls. Le problème, c'est que le programme de Vincent Peillon, je ne le connais pas. Et je pense que vous ne le connaissez pas non plus. Pas encore, effectivement. Mais en tout cas, il se présente comme le représentant de quelque chose de plus central. Oui, mais sauf que c'est une étiquette sur sa personne uniquement. On ne sait pas quelles sont les idées qu'il va défendre. Donc quand on aura des idées sur la table, là on pourra comparer les projets des uns et des autres. Pour l'instant, on ne peut pas dire où il est. On ne peut pas donner comme ça un brevet de, je ne sais pas, de centrisme à gauche, sans parler de Vincent Peillon, ce camp, ou en tout cas ce positionnement central au PS, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'est pas représenté dans cette primaire. Moi j'estime par exemple que la position qu'occupe Arnaud Montebourg, elle est centrale au PS. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire une position centrale? Sur la déchéance de nationalité, par exemple, le centre de gravité du Parti socialiste, il était clairement contre la déchéance de nationalité. Sur la loi travail, je ne pense pas que le centre de gravité du Parti socialiste était favorable à la loi travail. Et puis on parle d'une primaire, donc ce ne sont pas que
les encartés du Parti socialiste. Ce sont tous les électeurs potentiels de la gauche. Et là encore, je pense que ces électeurs de gauche, ils veulent une politique qui soit volontariste en matière économique, qui soit ouverte en matière sociale et sociétale, qui soit très engagée du point de vue de l'éducation, de la culture, enfin avec des valeurs qui sont celles de la gauche. Est-ce que c'est un positionnement qu'Arnaud Montebourg va défendre jusqu'au bout? Parce qu'on a entendu dimanche dernier, dans une interview sur France Inter, qu'il envisageait l'idée que si Christiane Taubira était candidate, il discuterait avec elle et pourquoi pas, il pourrait rallier sa candidature. Et elle soutiendrait d'ailleurs Vincent Payon. Aujourd'hui, peut-être... Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que Christiane Taubira l'avait soutenu en 2011 et qu'ils ont toujours été proches. Ce qui est il a laissé vérité. Entendre Donc, que, non, mais que lui, il est candidat et elle ne l'est pas. Donc, il serait déçu si elle soutenait effectivement Vincent Payon. Chacun fait son choix, mais il ne faut pas anticiper sur les choix de Christiane Taubira ou d'autres. Ce que je constate et ce qu'on sait, c'est qu'elle a soutenu Arnaud Montebourg dans la primaire en 2011 et qu'ils ont toujours eu de très bonnes relations. Maintenant, c'est lui qui est candidat. Et lui, il ne va pas retirer sa candidature. Il est donc, candidat, du coup, si effectivement il était jusqu'au derrière bout. Payon, ce serait un petit peu une trahison, il le ressentirait comme ça? Ben, on verra bien. Et puis, encore une fois, ce n'est pas non plus... ça sera pas... C'est pas ça qui fait une élection. Et je pense que les électeurs, ils jugent sur des projets et sur une cohérence. La cohérence d'Arnaud Montebourg, elle est dans son parcours depuis très longtemps, d'ailleurs. Il s'est battu, par exemple, pour la transparence de la vie publique avant même d'être élu député en 97, puisqu'il avait à l'époque défendu sur les projets, justement, la transparence des affaires de la mairie de Paris. Il va peut-être se rapprocher de quelqu'un d'autre. Vous parliez justement de l'ouverture de la primaire aux autres électeurs. Il y a un autre candidat qui, lui, ira jusqu'à la présidentielle, c'est Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Sur France Inter, dimanche dernier, Arnaud Montebourg évoquait l'idée d'un accord de gouvernement avec Jean-Luc Mélenchon. Comment Arnaud Montebourg va s'y prendre pour le convaincre, Jean-Luc Mélenchon, sachant que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il irait jusqu'au bout sur son positionnement? Ça dépend beaucoup de la force d'entraînement de la primaire. Si on a une primaire très populaire, comme l'a eu la droite, avec plusieurs millions d'électeurs, mais à ce moment-là, il y aura une dynamique qui sera très forte. Et on sera en position de pouvoir discuter avec Jean-Luc Mélenchon et surtout avec ses soutiens, notamment tous les communistes et tous les électeurs communistes qui ne veulent pas que la droite revienne au pouvoir. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si Jean-Luc Mélenchon est à 14-15, que le candidat de la primaire est au même score, on va à la catastrophe. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On va à la défaite. Vous voyez, la réalité, ça sera que si on ne trouve pas le moyen de s'unir, on va perdre dès le premier tour de l'élection présidentielle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les électeurs de gauche, qu'ils soient mélenchonistes ou qu'ils soient socialistes, qu'ils soient écologistes, ils auront le choix au deuxième tour entre François Fillon et Madame Le Pen. Et ça, ce n'est pas ce qu'on souhaite à gauche, je crois. Je crois que la majorité des électeurs de gauche, ils ont très peur de ça. Là, vous parlez des électeurs, ça veut dire qu'il faut qu'Arnaud Montebourg parle aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon et non pas à Jean-Luc Mélenchon lui-même. Et qu'il les appelle à venir voter à la primaire. Il faut que tous les électeurs de gauche viennent voter à la primaire. Idéalement, il faudrait que Jean-Luc Mélenchon, que Yannick Jadot, que tous ceux qui se réclament de la gauche viennent se présenter à la primaire, parce que c'est quand même ça notre garantie anti-élimination au premier tour. Moi, je voulais vous dire, je ne comprends pas que des candidats de gauche ne viennent pas participer à la primaire. Ça, je ne comprends pas, parce que vraiment, on prend un grand risque et on fait prendre un risque à tous nos électeurs. Ceux-là même disent que c'est la primaire d'un parti, la primaire du PS. Mais ce n'est pas vrai. La preuve, c'est que c'est ouvert à tous ceux qui veulent tout simplement que la gauche gagne. On a Sylvia Pinel, apparemment, va revenir dans le champ de la primaire de la gauche. Elle est du PRG. Enfin, donc, c'est un risque que l'on fait prendre à nos électeurs. Mais, encore une fois, même si les appareils sont résistants, je pense qu'il y a une force chez nos électeurs qui est la volonté d'empêcher l'alternative entre la droite et l'extrême droite. Alors pour être clair, c'est uniquement les électeurs de gauche que vous appelez à venir voter. On sent qu'il y a eu une polémique, notamment avec Arnaud Montebourg, avec ses propos sur RTL, sur lesquels il était revenu durant l'interview. Est-ce que vous appelez les électeurs du centre, de droite, tout le monde, tous ceux qui peuvent se reconnaître dans la candidature d'Arnaud Montebourg à venir voter? Non, moi j'appelle les électeurs de gauche qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche. D'ailleurs, il y aura ça c'est très clair, il y aura une charte qu'il faudra signer. Et cette charte, elle dit qu'on se reconnaît
dans les valeurs de la gauche. Donc c'est très important. Moi, j'appelle vraiment tous les électeurs de gauche. C'est tous ceux qui ont voté Hollande en 2012 ? Par exemple, oui. Je crois que ça serait logique que tous ceux qui ont voté Hollande en 2012 viennent dire aujourd'hui, enfin le 22 et 29 janvier, ce qu'ils souhaitent pour 2017. C'est très important. Vous savez bien qu'une partie de l'électorat qui a voté pour François Hollande en 2012 avait voté pour François Bayrou en 2007. Ce sont une partie de l'électorat plutôt centriste qui bouge entre la droite et la gauche et qui peut faire basculer la ligne présidentielle. Il faut bien... Bon, il y a aussi des électeurs de gauche de François Hollande en 2012 au deuxième tour qui avaient voté pour Jean-Luc Mélenchon. Enfin, en gros, tous ceux qui se reconnaissent dans les valeurs de la gauche, du progressisme, et des écologistes aussi, parce qu'il faut bien dire ces valeurs-là, nous les assumons totalement à gauche. Donc, tous ces électeurs-là, qu'ils viennent participer à la primaire de la gauche le 22 et 29 janvier. Vous avez parlé de dynamique. À partir de combien de votants vous considérez que c'est une réussite ? Il y a eu 4,4 millions à la primaire de la droite. Est-ce qu'il y a un chiffre qui tourne déjà Il n'y a pas de chiffre qui tourne. Il y avait 2,5 millions à la primaire de 2011 de la gauche. Ce qu'il faut bien dire, c'est qu'on a pris énormément de retard, que le Parti socialiste a freiné des cas de fer dans l'organisation de la primaire jusqu'à présent. On est aujourd'hui le 8 décembre et on voit qu'on commence à peine à vraiment se mettre dans la primaire qui aura lieu le 22 janvier. La droite avait commencé au mois d'avril pour la primaire de fin novembre. Donc on a pris beaucoup de retard. Ça veut dire quoi ? Il faut mettre les bouchées doubles. Vous craignez que tout soit fait pour restreindre le corps électoral ? Mais clairement, c'est ce qui a été fait jusqu'à présent. Solferino était vraiment le pied sur le frein en attendant la déclaration de candidature de François Hollande. Et puis finalement, le président de la République s'est retiré. Donc maintenant, il y a une accélération du processus. Mais on est vigilant sur aussi le nombre de bureaux de vote, ça c'est déterminant. Mais foncièrement, je crois que les électeurs de gauche ne se laisseront pas voler leur primaire et ne se laisseront pas voler leur élection présidentielle. Vous n'avez pas un chiffre à nous communiquer sur Il y aura autant de monde qu'en 2011 ? Moi, j'aimerais bien qu'il y ait au moins, 1,5 million de personnes qui viennent voter. Voilà. D'accord. Ça serait bien, déjà 1,5 million, parce qu'on était à 2,5 millions en 2011, mais en partant vraiment de beaucoup plus tôt. Concernant l'aile gauche du PS, Marie-Noëlle Lienemann, elle a appelé plusieurs fois à faire une candidature unique. Est-ce que des discussions ont été engagées depuis ? Oui, il y a des discussions qui sont fréquentes, aussi bien avec Marie-Noëlle Lienemann qu'avec les autres. On a fait tous les combats ensemble contre la loi travail, par exemple, contre la déchéance de nationalité, à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec Benoît Hamon aussi. Donc, il y a une cohérence. Maintenant, si ça ne se fait pas au premier tour de la primaire, ça se fera au deuxième tour de la primaire. Et là, elle ne compte pas déjà rejoindre Arnaud Montebourg pour le premier tour ? C'est à elle de le dire. Elle a fait effectivement un certain nombre de déclarations qui montrent son sens des responsabilités. Elle considère qu'il y a une logique, et je la partage, de dire que finalement, on a la même analyse de l'échec de la politique menée par François Hollande et par Manuel Valls. Donc il serait logique qu'on présente une candidature commune. À ceci près que si elle se désiste, il n'y aura pas de femmes à l'heure qu'il est dans cette primaire. Est-ce que c'est un problème pour moi, c'est clairement un problème, mais heureusement, je crois qu'il y a Sylvia Pinel a annoncé qu'elle revenait dans le champ de la primaire. Donc il y aura au moins une femme. Mais pour moi, c'est évidemment un problème qu'il n'y ait, même s'il n'y a qu'une femme. À quoi vous l'attribuez, ce problème ? Parce que tout a été fait, ou presque, pendant ce quinquennat, pour faire émerger des femmes dans votre camp. La parité a été respectée au gouvernement. Écoutez, la parité a été respectée au gouvernement, mais en fait, au fil du temps, ce que je constate, c'est que par exemple, là, hier, dans le dernier remaniement, on n'a parlé encore une fois que d'hommes. Et ce sont les hommes entre eux qui se sont répartis les postes les plus importants, les postes régaliens. Et donc, on a encore du chemin à faire pour que les femmes aient toute leur place dans la vie politique. C'est comme ça que j'explique le fait qu'il n'y ait qu'une femme à la primaire de gauche, apparemment, ou deux, peut-être qu'il y en aura deux, et qu'il n'y ait eu qu'une femme à la primaire de droite. On a encore un héritage du passé contre lequel il va falloir encore se battre. Un autre point, sur la primaire, l'un des engagements de la primaire, c'est que les concurrents s'engagent à soutenir le vainqueur de la primaire. On voit qu'à droite, le rassemblement est à l'œuvre. Arnaud Montebourg avait déclaré qu'il ne serait pas le chauffeur de salle de François Hollande s'il remportait la primaire.
Vous, comment vous vous situez par rapport à ça? Si Manuel Valls l'emporte, est-ce que vous serez à fond derrière lui, comme vous étiez à fond derrière François Hollande en 2011, et comme vous envisagez d'être à fond derrière Arnaud Montebourg s'il gagne? Moi, je considère qu'il y a une règle du jeu qui doit être la même pour tout le monde dans la primaire. On participe à la primaire, on en respecte les règles. C'est quand même le minimum qu'on doit à la démocratie. Une fois que la démocratie est passée, qu'il y a un vote, eh bien, il faut se plier au vote. Donc, je respecterai le choix des électeurs. Il y a plusieurs manières de se plier. Il y a une... Mais après, ils ont l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça ne se décrète pas. Mais en même temps, il n'y aura pas une anti-campagne si le candidat n'est pas celui de mon choix. Moi, je ne ferai pas campagne contre lui. Est-ce que vous ferez campagne à ses côtés, par exemple? Oui, je pense. Enfin, écoutez, de toute façon, la question, il faudra plutôt la poser à l'autre camp. Hein. Moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'il se passe ce qui s'est passé en 2007 pour Ségolène Royal. J'en ai un souvenir très précis. C'est que certains, à l'époque, à Solferino, ont clairement glissé des pots de banane à la candidate qui avait été investie par le Parti socialiste, Ségolène Royal. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la même chose qui se passe l'année prochaine. On a vraiment une responsabilité vis-à-vis de nos concitoyens. On va maintenant un peu se projeter après la primaire, même après la présidentielle. Voilà, pour une petite question sur les législatives. Vous êtes député de Moselle, Oui. Votre circonscription a été légèrement retaillée, le Front National est en hausse sur les dernières élections départementales et régionales, il me semble. Est-ce que vous craignez de ne pas être réélu? Est-ce que vous avez peur d'un risque FN dans votre circonscription et aussi au niveau de la France? Ma circonscription, elle avait été découpée en 2009 par la droite, par Nicolas Sarkozy. J'avais dénoncé ce redécoupage qui était extrêmement politique. Donc la circonscription, elle fait partie des circonscriptions qui peuvent basculer d'une élection à l'autre. On verra. Moi, je mènerai ce combat sereinement. Et c'est vrai que le Front National, sa présence à chaque élection maintenant, en particulier en Lorraine, est très inquiétante. Ils étaient à 38% aux dernières régionales. Moi, je ne me satisfais pas de ça. Mais pourquoi? Ça s'explique comment? Dans des terres désindustrialisées, comme la Lorraine, il y a un sentiment d'abandon. Il y a ce qui s'est passé à Florange, par exemple. On a l'impression que le monde ouvrier a été un peu laissé de côté pendant ce quinquennat. Ça, je le regrette vraiment profondément. C'est notre rôle à gauche de parler au monde ouvrier, au monde du travail, d'expliquer qu'on s'intéresse à l'industrie. C'est pour ça que je défends si fortement cette politique en faveur de l'industrie et de l'industrie française. C'est une politique qui peut permettre aussi de redonner confiance aux électeurs du monde ouvrier. Et vous faites partie, des pessimistes qui croient à une vague FN aux prochaines législatives? Je ne sais pas, tout va dépendre des élections présidentielles aussi. Peut-être qu'avec des candidats qui sont clairement identifiés chacun dans leur camp, je veux dire François Fillon, il a un programme très à droite. Si on a un candidat de gauche qui a un programme vraiment de gauche, avec comme ça une opposition nette, un clivage gauche-droite net, moi je crois que c'est très sain et je crois que c'est ça qui fait baisser le Front National aussi. Vous refusez l'idée que le Front National est assuré d'être au second tour de la présidentielle? Ah oui, en tout cas, je ne veux pas me placer dans une perspective comme ça où on serait presque, on baisse les bras face au FN. Non, notre rôle, c'est aussi de combattre ce qui fait en fait le terreau du Front National, ce sentiment de désespérance, de déclassement d'une partie des classes populaires. Pour conclure sur cette thématique et revenir un peu à la primaire, si Manuel Valls gagne la primaire, est-ce que vous avez peur que votre investiture saute? Non, pas du tout. D'ailleurs, il y a un vote ce soir dans ma circonscription, et dans toutes les circonscriptions de France, pour investir les candidats et les candidates. Donc il n'y a pas de représailles. Il ne fera pas d'ajustement, vous pensez, une fois arrivé? Encore une fois, il faut respecter le vote des militants. Donc il n'est pas envisageable qu'on revienne sur des investitures qui auront été actées d'une manière qui ne sera pas contestable. Très bien, on va maintenant passer à une autre partie. On est allé un peu fouiller votre compte Twitter. On a retrouvé des vieux tweets. D'accord. Alors. Donc on va vous en montrer un premier qui concerne donc Notre-Dame-des-Landes. Donc vous disiez, c'était en février 2016, il est temps de prendre une vraie décision, arrêter le projet est la seule voie raisonnable.
Ce n'est pas vraiment la position d'Arnaud Montebourg. Comment vous voyez votre divergence aujourd'hui? Ah non, c'est pas, sa position, c'était ça aussi. Hein. Il a toujours Oui, été contre ce projet. Il a dit, après le référendum, il a dit qu'il faut le respecter quoi qu'il arrive. Est-ce que vous avez changé vous-même de position? Il y a un vrai problème depuis ce tweet, donc je ne sais pas quand c'était, février 2016, c'est qu'il y a eu le vote, justement. Ça, c'était pendant la campagne du vote, je crois. Hein. Je me souviens plus de la date. C'était 3 mois avant le référendum. Donc, moi, j'étais contre ce projet, pour tout un tas de raisons je dirais très écologiques. Arnaud Montebourg a toujours été contre ce projet. Et il faut le dire qu'il était contre déjà quand il était au gouvernement. Et il l'a dit au sein du gouvernement. Donc, il faut quand même lui laisser ça. Et maintenant, il y a eu un vote. Bien sûr, certains contestent le périmètre qui a été choisi pour le référendum, la Loire-Atlantique. Mais néanmoins, ce vote a eu lieu. Et il doit donc... on doit respecter le résultat de ce vote. C'est très difficile. Moi, je défends la démocratie participative. Vous êtes aujourd'hui sur la ligne d'Arnaud Montebourg qui disait le mois dernier, Notre-Dame-des-Landes doit être mise en œuvre sans plus attendre. On n'a pas le choix. Moi, je regrette. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est énormément d'argent public dans un projet très dispendieux et qu'aujourd'hui, il y aurait d'autres priorités. Néanmoins, il y a eu une souveraineté qui s'est exprimée. Je défends la démocratie participative. C'était un exemple de démocratie participative. Donc, à partir du moment où chacun s'est engagé dans la campagne, hein, il n'y a pas eu de boycott du vote. Chacun s'est engagé. À un moment, il faut respecter le vote. Arnaud Montebourg, président, Notre-Dame-des-Landes se fera. Eh bien, écoutez, en tout cas, la ZAD sera évacuée. Moi, je trouve que ça faut mériterait... respecter le choix des électeurs. On ne peut pas dire aujourd'hui, on a soutenu un référendum populaire et en même temps, on ne va pas en tenir compte. Il faudrait qu'il y ait des éléments nouveaux. Ça peut être des éléments juridiques, puisqu'il y a encore quasiment plus. Toutes les récentes décisions étaient dans le même sens. En cours, pendantes, devant des tribunaux administratifs. Ça peut être des éléments financiers ou non des... Ça peut peut-être être des éléments financiers, parce qu'effectivement, c'est un projet extrêmement coûteux. Donc, la question de la priorisation des investissements publics, vous voyez, par exemple, chez moi en Lorraine, on a une autoroute, la 31, qui est totalement saturée parce qu'il y a 80 000 frontaliers par jour qui vont travailler au Luxembourg. Et on nous dit aujourd'hui qu'il faudrait juste l'élargir, faire une voie supplémentaire pour éviter que les gens mettent 2h30 pour rejoindre leur travail. C'est quand même ça la réalité, hein, tous les matins et tous les soirs. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent pour élargir, ça va se faire en 2030. Bon, je suis désolée, c'est plus une priorité à mon sens qu'un nouvel aéroport. Et idem, on est en plein pic de pollution en Île-de-France. On voit bien que les gens qui prennent le RER ont été coincés dans le RER B, qu'aujourd'hui il y a des problèmes à la gare du Nord. Donc il y a un investissement massif qui doit être fait sur les transports ferroviaires en Île-de-France. Oui, ça, c'est plusieurs milliards d'euros. Pour moi, la priorité, c'est d'abord l'investissement dans le RER et dans les transports ferroviaires en Île-de-France. Ça doit être ça la priorité en matière de grands travaux. Voilà. Alors, donc, vous assumez votre premier tweet, on l'a compris, on va passer au deuxième. Du coup, est-ce que vous l'assumez aussi? Vous déclariez, juste au moment des régionales 2015, barrage républicain partout où la menace est imminente, comme en Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Le Front National était en position de force dans la triangulaire. Il n'a finalement pas emporté grâce à l'appel notamment de la gauche et au Front républicain. C'est une ligne qui s'applique clairement à toutes les élections, selon vous? Oui, moi je l'assume totalement. Je vous l'ai dit, le FN était en tête à 38%, et donc il fallait empêcher qu'il puisse prendre cette région. Maintenant, la question, c'est comment on fait pour empêcher que ça arrive aux élections présidentielles en 2017. Mais si ça se passe, on sait que François Fillon n'est pas forcément le candidat préféré de la gauche. Mais malgré tout, moi, j'appellerais à battre le Front National, bien sûr. Et je dois dire qu'il y a, pour moi, une vraie différence de nature entre un projet porté par le Front National, qui est un projet qui brise une unité nationale, une cohésion fondée sur des valeurs en partage, et qui a, je dirais, comme ligne directrice quand même le rejet de l'autre, le rejet des immigrés notamment, le rejet de tous ceux qui ont même une origine à l'étranger. Ça, pour moi, c'est une différence de nature, une différence fondamentale. Et c'est pour ça que je serai toujours favorable à empêcher le Front National de gagner.
Quand bien même certaines propositions de François Fillon sont très à droite, très conservatrices. Ah, bien sûr, non, mais je me battrai. Et c'est pour ça que je vous dis que je ne veux pas qu'on se retrouve dans cette situation en 2017. Alors maintenant, on va faire preuve d'un peu de gentillesse, pendant 1 minute seulement. On va vous donner le choix entre 2 personnalités politiques. Ouais. Et vous aurez 1 minute top chrono pour dire du bien de cette personne. Est-ce que vous choisissez Manuel Valls ou François Fillon? Pour dire du bien. Manuel Valls, ça, Alors allez-y, on vous écoute. Écoutez, c'est quelqu'un qui a une cohérence dans son parcours, une cohérence par rapport aux valeurs républicaines qu'il a toujours défendues. C'est quelqu'un qui aime la culture, s'intéresse vraiment à la politique culturelle, aux artistes, qui m'a permis d'ailleurs, après 2 ans où j'avais eu des baisses de mon budget de la culture, sous Jean-Marc Ayrault, et il faut quand même le rappeler, pour ceux qui disent ah oui, vous avez aidé Manuel Valls à devenir Premier ministre, il faut quand même rappeler que la politique sous Jean-Marc Ayrault n'était pas différente en matière économique de celle qu'elle a été avec Manuel Valls. Et moi, j'ai pu obtenir une stabilisation du budget de la culture et le début du commencement d'une issue pour la crise des intermittents du spectacle quand il est arrivé comme Premier ministre. Il vous restait 4 secondes. Mais... Voilà, et puis il est d'origine espagnole, ce qui est sympathique. Très bien. On va maintenant parler plus du fond. On va essayer d'imaginer ce que serait la France avec l'aile gauche du PS au pouvoir. Quelles sont les propositions? Non, pardon, excusez-moi, une petite erreur. On a d'abord une autre petite séquence où là, c'est un petit jeu. On va vous donner 2 phrases, 2 citations, sans vous dire de qui elles viennent. Et vous nous dites de qui vous sentez le plus proche, de quelle phrase vous sentez le plus proche. D'accord. Donc la première, ça concerne Adopi et le téléchargement illégal. Alors, est-ce que vous préférez « Je considère que la question des sanctions, dès lors qu'est maintenu le principe de l'illégalité du téléchargement, est une nécessité » ou alors « Lorsqu'il s'agit de la transmission décentralisée de pair à pair, nous pouvons avoir une tolérance » Oui, la question de l'échange de pair à pair, évidemment, il faut qu'il y ait une tolérance. Le peer-to-peer, c'est comme quand on prête un livre ou quand on échangeait auparavant des CD. Donc, évidemment, il doit y avoir une tolérance. Et ça se fait dans le principe et dans le respect du droit d'auteur. Pour moi, ce n'est pas antinomique avec le droit d'auteur. Voilà. Donc, la 2, ça me va bien. La 1, je ne vois pas d'où ça vient. Ça. Alors, pour vous dire du coup d'où ça vient, les 2 sont de Arnaud Montebourg, à quelques années d'écart. La première en 2009, la deuxième en 2016. Donc, on voit que sa position a quelque peu évolué. Donc vous le suivez sur cette évolution, notamment vis-à-vis d'Adopi, vous pensez... Vous êtes pour le maintien de cette autorité. C'est une position mesurée. Moi, je crois que, d'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire quand j'étais au ministère. Adopi doit évoluer vers la question de l'observation des usages. Et on a besoin de ça, on a besoin de savoir comment, finalement, les gens consomment, achètent ou échangent de la musique. Vous laissez tomber le côté sanction. Et ce n'est pas Adopi qui doit prononcer les sanctions. Là, il y a un juge judiciaire qui peut les prononcer. D'ailleurs, il y a, par exemple, des producteurs de cinéma, etc., qui ont fait des recours devant le juge judiciaire quand il y a eu des cas avérés de ce qu'on appelle la contrefaçon, tout simplement. Hein. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit évoluer. Après, quand il y a des sites... On se souvient de Mega Upload il y a quelques années. Là, il y a eu le site téléchargement, zone de téléchargement. Bon, quand il y a des sites qui organisent d'une manière quasi industrielle du piratage, ben là, il faut que la justice intervienne. Mais encore une fois, il y a la justice pour ça. Et donc, pas sur les internautes, pas sur les utilisateurs. Adopi doit aussi avoir un rôle important d'information et de prise de conscience, information notamment sur ce qu'est le droit d'auteur. Et je pense que c'est aussi le rôle d'ailleurs de l'éducation, au sein de l'éducation nationale. Il faut qu'on ait dans les programmes, par exemple dans les programmes de littérature, puisque le droit d'auteur a été inventé en France par Beaumarchais, à rappeler comment ça fonctionne, en gros, l'économie du livre, un auteur c'est quoi, comment est-ce que les livres sont édités puis diffusés. Ça s'applique aussi bien sûr à la musique et à d'autres disciplines. On va passer à 2 nouvelles phrases. 2 nouvelles phrases, ça concerne là plus spécifiquement le voile islamique. Ouais. Alors la première, c'est « Un certain nombre de droits des femmes sont en train de reculer, notamment sous la poussée du fondamentalisme islamiste dans l'indifférence générale. » Et la deuxième, c'est « Il faut arrêter avec toutes ces polémiques sur la laïcité, il y a d'autres priorités sur le droit des femmes. »
Moi, je suis un petit peu à part sur les deux. Je crois que dans nos pays, les droits des femmes ne reculent pas, mais il faut se battre pour qu'ils continuent de progresser. C'est-à-dire qu'il y a des menaces, mais elles sont constantes. Et elles ne viennent pas que de l'intégrisme islamiste. Bien sûr, la question du voile, moi j'ai voté pour l'interdiction de la burqa, par exemple. Parce que je considérais que c'est une atteinte à la dignité de la personne humaine. C'est, pour moi, intolérable, non seulement qu'une femme fasse ça, mais même si elle le fait volontairement, c'est intolérable qu'on puisse donner à nos enfants, par exemple aux petites filles dans la rue, le spectacle de femmes entièrement voilées, dont on ne voit que les yeux. Ça, pour moi, c'était une question de dignité. Maintenant, il y a d'autres atteintes. On a vu sur le droit à l'IVG, par exemple. Les femmes, parfois, sont orientées sur des sites qui sont des sites de propagande anti-avortement. Et ça, c'est aussi une atteinte à la liberté des femmes et au droit des femmes à disposer de leur corps. Donc c'est pour ça que j'ai voté la proposition de loi du groupe socialiste qui disait qu'on allait créer un délit d'entrave pour ces sites qui font de la désinformation. Donc pas de choix, un choix mixte. J'ai ma position propre, moi. Alors, juste pour préciser, si on peut... La première phrase était de Marine Le Pen et la deuxième était de Ségolène Royal. Ah ben voilà, donc moi je suis à part. je me démarque des deux. Très bien, donc maintenant on va passer, comme je vous le disais tout à l'heure, au fond, au projet un petit peu de l'aile gauche du PS. Alors on voit qu'à droite, il y avait eu des grands programmes. Alors Alain Juppé avait écrit plusieurs livres, Bruno Le Maire, il a écrit plus de 1000 pages. Arnaud Montebourg, on a du mal à voir le début d'un écrit, des propositions claires. Est-ce qu'il n'est pas un peu léger là sur son programme pour ce début de campagne? Sur son site, il y a Vous l'avez écouté? Mais on a pas un programme sur son site clair, 15 propositions, quelque chose de carré. Il y a beaucoup de propositions. Enfin, il a fait. D'abord, il y a eu un livre qui est sorti il y a un mois ou deux. Et puis, surtout, dans ses discours, il y a énormément de choses, énormément de propositions. Donc, notamment sur la partie économique, sur la politique européenne, sur la question de l'éducation, sur la question des relations internationales. Enfin bon, donc ces grands axes à lui, c'est d'abord comment on fait pour reprendre le contrôle en quelque sorte de notre politique économique. Comment on fait pour sortir des aberrations dans lesquelles nous a plongé une certaine vision très libérale de l'économie. Il faut aller négocier fermement à Bruxelles pour sortir des politiques d'austérité. Et pour ça, il faut établir un rapport de force très puissant. C'est d'ailleurs sans doute l'erreur première de François Hollande quand il est devenu président, c'est de ne pas avoir créé ce rapport de force, notamment avec l'Allemagne et avec la Commission européenne. Et de là découlent des possibilités de réinvestir dans l'économie, donc d'investir dans des travaux publics. Tous les candidats le mettent en avant pendant la campagne présidentielle, à gauche et à droite. Comment est-ce qu'on le fait? Moi, je n'ai pas entendu François Fillon le faire, par exemple, mais pas du tout. Il a dit que la première chose qu'il ferait quand il serait président, le premier déplacement qu'il fera, ce serait d'aller voir la chancelière allemande. Donc c'est encore une fois, oui, mais justement, moi je pense que le problème, c'est que c'est aller voir la chancelière allemande, mais pourquoi faire? Si c'est pour dire que on va en quelque sorte prêter allégeance, il faut arrêter avec ça. Il faut rétablir un vrai rapport de force, et notamment avec l'Allemagne. Pourquoi avec l'Allemagne? Parce que la politique économique allemande... On peut le faire quand les taux de chômage sont 2 fois supérieurs en France. Mais bien sûr, mais pourquoi? Parce que l'Allemagne aujourd'hui a un excédent budgétaire qui est payé par tous les autres pays de la zone euro. C'est nous, en France, en Italie, en Espagne, en Grèce, c'est tous ces pays-là qui payent pour l'excédent budgétaire allemand. Et l'excédent budgétaire allemand, il est en dehors des règles de Maastricht, tout autant que notre déficit à nous. Or, personne n'a jamais dit qu'il fallait sanctionner l'Allemagne. Donc, c'est pas normal. Vous voyez, on est dans une zone euro. Et en fait, il y a ceux qui... En gros, un pays qui profite de la zone euro, c'est l'Allemagne. Et tous les autres qui rament pour alimenter l'économie allemande. Donc, il y a un moment où il faut justement régler cette question, rétablir un vrai rapport de force en disant non, parce que nous, on le paye. On le paye en taux de chômage. Et l'Italie, l'Espagne, etc. avec nous. Et du coup, ça a des conséquences politiques, parce que évidemment, la montée des votes extrêmes dans nos pays, c'est un rejet de cette Europe-là, assimilée à cette politique économique-là, qui ne sert que les intérêts de l'Allemagne.
Alors, rentrons un peu dans le détail des propositions d'Arnaud Montebourg. L'une des propositions qui va sans doute être la plus débattue dans cette primaire de la gauche, ça va être le revenu universel. Benoît Hamon en a parlé, il me semble, en premier en proposant un revenu universel à 750, voire 1000 euros. Manuel Valls en a aussi parlé. Arnaud Montebourg l'a évoqué, mais c'est assez peu exprimé sur le sujet. Quelle est sa position? Est-ce qu'il a une proposition précise, un chiffre à donner? Alors, moi, personnellement, je trouve que c'est une idée qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution. Parce que le revenu universel, pour moi, c'est quelque chose qui peut très vite être très libéral. Et d'ailleurs, il y a des économistes ultra-libéraux qui défendent le revenu universel. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça va remplacer tous les minima sociaux. Donc, en gros, on supprime... On fusionne. On remplace par un revenu qui est le même pour tout le monde. Et il y a plusieurs problèmes. C'est que d'abord, on change complètement de système si on fait ça. C'est-à-dire qu'on a un système assurantiel où chacun cotise sur son salaire quand il travaille. Et ça donne des droits. Donc en gros, on a des droits et des devoirs. Et si on transforme ça en revenu universel, ça va être payé par les impôts. Donc en gros, on paye les impôts et l'État ensuite distribue un revenu universel. Donc on passe d'une logique où on est dans de l'assurance, enfin, chacun cotise pour la collectivité, à une logique où ça va être assimilé à de l'assistanat, en fait. Donc vous seriez pour un statu quo sur les minima sociaux? Non, moi je pense qu'il faut faire évoluer un certain nombre de minima sociaux pour mieux les cibler, par exemple sur la question des femmes seules avec des enfants, et des familles monoparentales, mais c'est surtout des femmes. Il faut absolument qu'on ait un ciblage qui permette d'aider davantage, d'accompagner davantage ces femmes-là, qui sont dans la plus grande des précarités. Via une allocation, via les impôts? Alors, il existe aujourd'hui des systèmes et qui bénéficient surtout aux femmes quand elles ont 3 enfants. Et le premier enfant, une femme seule avec un enfant qui travaille à temps partiel, elle paye vraiment sur tous les tableaux. Elle se retrouve dans une situation quasi impossible. Donc il faut cibler sur ces femmes, sur ces familles monoparentales, essentiellement des femmes, avec une grande précarité. Et d'autre part, juste pour terminer sur le revenu universel, si on donne 750 € à tout le monde, ça coûte extrêmement cher évidemment au budget d'État, mais surtout ça crée une inflation en fait, mécaniquement de 750 €. Donc ceux qui seront les plus riches, eux ils vont absorber cette inflation, mais ceux qui sont les plus pauvres vont en être victimes. Donc je ne suis vraiment pas certaine d'un point de vue économique que ce soit une bonne idée. Et en tout cas, si c'est pour remplacer les minima sociaux, l'ensemble des minima sociaux par cette allocation, là je suis même opposée. Un autre sujet qui ne fait pas consensus dans l'économie, c'est le temps de travail entre ceux... Pardon, attendez juste une minute, je voudrais juste terminer là-dessus. En revanche, je pense que ce qui serait intéressant, ça serait de voir si on peut créer quelque chose de ciblé sur les jeunes. C'est-à-dire que si c'est un revenu pour les jeunes, un revenu de base pour chaque jeune en France, là je pense que oui, c'est intéressant. Mais il faut que ce soit les jeunes qui soient non seulement étudiants, mais aussi les jeunes qui cherchent un travail, les jeunes chômeurs ou qui commencent à travailler. Sinon, on recrée une inégalité. Revenons au temps de travail. Il y a une vraie différence dans cette campagne présidentielle qui s'annonce entre ceux qui veulent réduire le temps de travail, ceux qui veulent l'augmenter à droite. Emmanuel Macron propose de moduler le temps de travail selon l'âge, selon les entreprises. Est-ce qu'au fond, toucher aux 35 heures, c'est possible quand on est de gauche? Mais vous savez, les 35 heures, c'est un seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Aujourd'hui, les Français, ils travaillent en moyenne 37,2 heures. Donc, ça ne veut pas dire 35 heures, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit de travailler plus de 35 heures. On le fait. Tout le monde le fait. Simplement, à partir de la 36e heure, vous êtes payé en heures supplémentaires. Donc, dire que, comme le fait la droite, comme le fait Emmanuel Macron, il faut supprimer les 35 heures ou les supprimer pour les jeunes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va moins payer les jeunes que les plus anciens, les plus vieux. Donc, en gros, on revient à cette vieille idée de la droite, qui est que pour sortir les jeunes du chômage, en fait, il faut leur faire des statuts à part où ils seront moins payés, où ils auront des moins bonnes conditions de travail, où ils seront encore plus précarisés. Là, pour moi, c'est non. Clairement, c'est non.
Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on met le pied à l'étrier de la jeunesse. Mais pas du tout. Et c'est totalement injuste. Et à l'inverse, d'autres à gauche préconisent d'abaisser ce seuil, de passer de 35 à 32 heures par exemple, pour redistribuer davantage le travail qui est disponible. Alors, c'est vrai que le passage sous Lionel Jospin, le passage aux 35 heures avait permis de créer des emplois. Mais en même temps, c'était dans une période de croissance économique. Donc, aujourd'hui, je crois que la priorité, c'est qu'on soutienne le redémarrage de la croissance économique. Et pour ça, relancer toute une série de négociations, parce que je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais ça avait été très long, les négociations pour arriver aux 35 heures. Donc relancer des négociations comme ça dans les entreprises aujourd'hui, au moment où elles sont extrêmement fragilisées, à peine convalescentes, je crois que ça serait très compliqué. Il faut déjà leur donner une sécurité juridique, fiscale, et donner une sécurité sur le droit du travail aussi aux salariés, comme aux chefs d'entreprise d'ailleurs, mais d'abord la sécurité, et qu'on arrête de vouloir toujours tout changer. Voilà, pour moi, c'est la stabilité, et que dans un système stable, on puisse réinvestir, réinjecter de l'argent, notamment dans la recherche par exemple, pour faire redémarrer l'économie. Un autre sujet qui n'est pas du tout abordé pendant cette présidentielle et pendant la primaire, c'est l'écologie. Ouais. Il suffit de mettre le nez dehors pour se demander pourquoi on n'en parle pas. C'est un sujet sur lequel Arnaud Montebourg n'a pas l'air très engagé. Il s'est prononcé sur le gaz de schiste, il est revenu en arrière par rapport à ses propos. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de ce camp-là, vous venez de l'écologie. Est-ce que vous essayez de l'influencer, de lui faire des propositions là-dessus ? À quoi ressemble le programme écologique du candidat Montebourg ? D'abord, c'est un plan d'investissement massif dans les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça lui correspond assez bien, parce que c'est de l'industrie, c'est de la recherche, c'est de l'innovation technologique pour qu'on limite au maximum nos besoins en énergie. Parce que finalement, l'énergie qui va le moins polluer, c'est celle qu'on ne va pas consommer. Donc là-dessus, il faut un plan d'investissement massif avec plusieurs milliards d'euros sur les économies d'énergie. Puis le développement de certaines filières dans les énergies renouvelables. Donc, en gros, des filières d'excellence qui doivent être des filières françaises et européennes. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu des politiques un peu de stop and go sur les énergies renouvelables. On a donné des incitations fiscales, après on les a reprises. Et donc, du coup, on n'a pas permis à des entreprises françaises de vraiment s'implanter sur les marchés. Donc, on a besoin de créer plutôt une excellence française dans ce domaine-là. Et puis le bâtiment, le logement, aujourd'hui, les sources potentielles d'économie d'énergie, c'est aussi l'isolation des bâtiments qui soient construits d'une manière zéro émission, même parfois des émissions négatives, c'est-à-dire des bâtiments qui peuvent produire eux-mêmes de l'énergie. Et ça, encore, c'est des filières industrielles, c'est de l'emploi, mais ça nécessite au départ beaucoup de volonté politique et d'investissement. De manière plus générale, vous êtes inquiète de l'absence de débat sur l'écologie en ce moment, même ce qui peut se passer. On a appris que Donald Trump avait nommé comme secrétaire à l'environnement un climato-sceptique. Tout à fait. Mais ça, alors, en matière internationale, il faudra avoir relancer un processus, parce qu'on voit bien que l'accord de Paris, qui était un bon accord, mais il va être mis en danger par Donald Trump et sans doute... Alors, les Chinois l'ont signé, mais ça peut créer un effet domino. Donc là-dessus, Arnaud Montebourg dit quoi ? Il dit l'établissement d'une taxe carbone aux frontières de l'Europe, c'est ce que l'on doit faire si les pays comme les États-Unis ou la Chine ne s'engagent pas dans le respect des accords de Paris. Parce que pourquoi ? Ça sera une sorte de protectionnisme européen écologique. Et parfois, c'est ça la clé, la solution. Là encore, il faut être dans un rapport de force, il ne faut pas qu'on soit naïf. La Chine est en train de demander le statut d'économie de marché, mais il faudra très fermement le lui refuser sous ce motif qu'elle ne respecte pas ses engagements en matière de production, par exemple, de CO2. Donc, établir une taxe aux frontières de l'Union européenne, pour moi, ça permet de développer en plus nos industries, comme toutes les industries dont je parlais précédemment. Et puis, c'est une forme de manière de dire aux autres, non, on n'acceptera pas que Donald Trump fasse une politique qui nuit à la santé de l'ensemble de la planète.
Une petite question d'actualité pour clore cette séquence. Bernard Cazeneuve, nouveau Premier ministre, a annoncé hier qu'il allait demander la confiance du Parlement lors de son discours de politique générale mardi prochain. Vous, la frondeuse, est-ce que vous êtes prêt à lui donner votre confiance, juste pour 5 mois, pour terminer ce mandat? Bon, on verra. On va prendre la décision collectivement. On n'a pas encore prise. C'est vrai que c'est les 5 derniers mois et que il faut voir aussi ce qu'il va annoncer comme ligne directrice. Qu'est-ce qu'il veut faire, par exemple, sur l'état d'urgence? On va encore pérenniser l'état d'urgence. À mon sens, on ne peut pas aujourd'hui continuer à rendre quasi permanent un état d'urgence qui est censé être uniquement un moyen de réagir à une attaque d'une manière ponctuelle. Vous ne voterez pas la prolongation qui sera en débat dans une dizaine de jours? Moi, je crois qu'il faut maintenant arrêter. Pourquoi? Parce qu'en plus, on va avoir une élection présidentielle. Et qu'après l'élection, il y aura un nouveau, nouveau gouvernement. On ne sait pas, qu'on ne peut pas ainsi créer un précédent. Parce qu'on imagine qu'en 2017, ceux qui vont arriver vont se dire alors nous, on ne peut pas revenir sur un état d'urgence qui a été prolongé précédemment. Donc on va installer un état d'urgence permanent. Et ça, je crois que c'est très dangereux. Le Conseil d'État l'a dit. Il faut qu'on réponde au terrorisme avec les règles de l'état de droit. Donc, s'il y a des choses à améliorer, on les améliore. Il y a eu beaucoup de lois quand même qui ont permis notamment de faciliter certaines procédures. Mais l'état d'urgence permanent n'est pas satisfaisant d'un point de vue démocratique. 13 mois, c'est suffisant. Il faut en finir. Écoutez, on voit qu'en même temps, l'état d'urgence n'a pas permis d'empêcher, par exemple, l'attentat de Nice. Donc, l'état d'urgence, c'est une solution pour mener des enquêtes à toute allure après un attentat. Mais ce n'est pas ça qui peut nous permettre de nous protéger, parce que sinon, on va le faire durer éternellement. Encore une fois, d'un point de vue démocratique, ça pose un vrai problème. Et ça, ce sera la ligne défendue par tous ceux qui sont proches d'Arnaud Montebourg En tout cas, c'est la mienne. Et donc sur le vote de confiance, pour l'instant, on en discutera avec... Il n'y a pas un a priori positif sur Bernard Cazeneuve? Si, il y a un a priori positif, bien sûr, c'est quelqu'un de qualité. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas pris de décision. On prendra cette décision collectivement d'ici mardi, je crois. Mardi après-midi. Pour finir cette émission, on va faire un dernier petit jeu. Est-ce que vous connaissez le jeu Tu préfères? Il faut choisir entre deux. Oui. On l'a adapté. D'accord. Donc, première question, est-ce que vous préférez devoir défendre le bilan de François Hollande ou devenir ministre de Manuel Valls? C'est compliqué ça, mais j'ai déjà été ministre de Manuel Valls. Donc, c'est pas... Donc, défendre le bilan. Il y a des choses qu'on peut tout à fait défendre dans le bilan, sur la santé, par exemple, le tiers payant, sur évidemment le mariage pour tous. Donc, il y a des choses qui sont tout à fait défendables. Est-ce que vous préférez être première dame sous une présidence Montebourg ou députée sous une présidence Fillon? Alors, je n'ai pas du tout le fantasme de la première dame. Je vous ai dit, je préfère être députée sous une présidence de gauche. C'est pas un choix, Montebourg. Oui, c'est vrai. Mais... Est-ce que vous préférez passer vos vacances avec Jean-Luc Mélenchon ou lire jusqu'au bout le dernier essai d'Alain Finkielkraut? Moi, j'aime la lecture, donc lire même le dernier essai de Finkielkraut. Il faut lire même ceux avec quoi on n'est pas d'accord. Est-ce que vous préférez devoir dîner une fois par semaine avec le maire FN d'Ayange ou vous cognez le pied chaque matin dans le lit? Me cogner le pied. Tous les matins? Ah oui, tous les matins. Je préfère même me faire couper la jambe. Est-ce que vous préférez être attaqué par un miroir géant dans un café new-yorkais ou devoir monter des meubles Ikea tous les week-ends? Les meubles, peut-être pas Ikea, mais monter les meubles. Et dernière question, est-ce que vous préférez être la meilleure amie de Donald Trump ou de Vladimir Poutine? Je pense que ni l'un ni l'autre ne m'arrivera, mais c'est eux qui vont être les meilleurs amis l'un de l'autre, donc le choix ne sera pas alternatif. Si on est amis de l'un, on est forcément amis de l'autre. Une petite question sur ce sujet, il faut rediscuter avec Vladimir Poutine. Est-ce qu'il faut renouer des liens avec la Russie? Je pense qu'il faut être très ferme. Il faut avoir une discussion impitoyable, mais une discussion quand même, parce qu'il faut trouver une solution pour la Syrie. Ce n'est pas acceptable que la Russie ait mis son veto à un cessez-le-feu à Alep.
Donc il faudra discuter avec eux, mais d'une manière très, très ferme et, et en ne laissant de côté aucune... il faut trouver aussi des alliés face à cela. Il faudrait que l'Europe parle plus fortement, vous voyez, ce qui est tout à fait regrettable dans la crise syrienne, c'est qu'on entend la voix de la France, on entend des voix de différents États, mais on n'entend pas suffisamment l'Europe dans cette crise. Donc Alep est une tragédie qui est en train de se dérouler sous nos yeux. La ville de Metz est jumelée avec le comité civil, donc en quelque sorte la mairie de Alep libre, de Alep rebelle. Et on voit que voilà, des milliers de gens, 80 000 personnes ont dû fuir la ville. C'est un massacre sans nom. Donc il faudrait que l'Europe parle d'une seule voix sur cette question. Merci beaucoup pour vos réponses et pour être venu chez nous. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Point Paul. Au revoir.